la chute. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Quand j'étais jeune, on me disait souvent, tu verras quand tu auras 50 ans. J'ai eu 50 ans. Depuis 50 ans. Et je n'ai rien vu. Ceci n'est point de la philosophie. C'est juste la réflexion du réflexe à voix haute d'un profane. Après bien des péripéties, où la survie alimentaire était constamment à l'ordre du jour, et maintenant à mon âge, je n'ai plus le temps ni la patience à supporter l'hypocrisie des gens. Je n'ai plus envie de comprendre tout et tout le monde. Je ne cherche plus à plaire aux uns et aux autres. Mais je cherche ce qui me plaît moi. Je n'ai plus envie de faux sourires, de politesse forcée et de rapports de convenance. J'ai juste compris, avec le temps bien sûr, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce n'est jamais l'arbre qui quitte la fleur, mais toujours l'inverse. Socrate disait, connais-toi toi-même. Remplacé de nos jours par l'art moins difficile et plus avantageux de connaître les autres. Tu seras toujours déçu si tu penses que les gens feront pour toi ce que tu as fait pour eux. Oublie ça, mon ami. L'homme ne sera parfait que lorsqu'il saura créer et détruire comme Dieu le fait. Il sait déjà détruire. C'est déjà la moitié du chemin de fait. Reste le reste. La partie la plus dure, et elle est d'une complexité, je vous dirais, labyrinthique. La nature a créé le concept du plus fort. Et l'homme, à partir de ça, crée ses lois. Si une personne aujourd'hui arrive à distinguer le bien du mal, alors, chapeau. René Robert, vieux photographe, est mort à 85 ans. Sa mort n'était pas naturelle. Il est mort tragiquement tué par l'indifférence. Il est mort tragiquement beaucoup plus pour les autres que pour lui-même. Le processus de sa mort montre douloureusement à quel point la société des hommes est devenue autant artificielle qu'ignoble. Il est mort rue Turbigo, en plein centre de Paris. Ville ténèbres plutôt que lumière, comme toutes les mégalopoles. Il n'est pas mort derrière une dune de sable, seul dans le Sahara, ce qui aurait été une mort naturelle. Il est mort dans une grande rue pleine de passants pressés. Il a eu un malaise et il est tombé. Les gens passaient dans tous les sens à côté de lui, sans lui porter secours. Une sorte de lâcheté insidieuse, plantant ses griffes et ses crocs dans l'âme humaine de notre époque. Je suis sûr que s'il était tombé derrière une dune au Sahara et que les lézards savaient et avaient le téléphone, ils auraient contacté les services de secours et lui auraient sauvé la vie. Mais pour son malheur, il était en plein Paris, parmi les hommes. Il a passé toute la nuit, face contre terre dans le froid. Un SDF a appelé les pompiers au petit matin, mais trop tard pour les héros. Et cela fait partie de la déchéance de l'humanité. La passivité devant la souffrance des autres est tellement supportable et gérable, en attendant que cela t'arrive à toi. Je pense que l'Apocalypse, comparé à la société actuelle, je vous dirais, me paraît très secondaire.
Aujourd'hui, on détruit l'essentiel pour produire le superflu. L'essentiel étant la nature. نعلة الله على قوم لا يقبلون النصيحة. Ceux qui ont lu Cervantes connaissent très bien l'histoire de cet homme dérangé par ses lectures, Don Quichotte, qui se prenait, tout comme moi d'ailleurs, pour un chevalier en armure, qui avait pour mission de défendre la veuve et l'orphelin. Seulement à son époque, les chevaliers au grand cœur n'existaient plus. Alors, tarés comme nous sommes, lui et moi, ils se battaient contre les moulins avant, croyant que c'était des dragons. Et pourtant, les dragons sont partout. Vous savez, la société moderne est beaucoup moins difficile et très indulgente pour un étranger que pour un compatriote. Parce que nous acceptons avec facilité d'être inférieurs à celui qui vient de loin qu'au voisin. Nul n'est prophète en son pays. Regardez le dernier des prophètes. Il a fallu qu'il parte au loin. Dans son fief, il aurait été assassiné. Feindre de croire est un mensonge ironique. L'art lui-même n'est qu'un mensonge. La morale elle-même est un mensonge. Et le mensonge adoucit les mœurs. Et les mœurs, mes amis, sont en chute libre. Les hommes sont comme les girouettes. C'est la queue qui fait tourner la tête, pas l'inverse. Regardez ce premier magistrat d'un pays des plus développés, sur un scooter à la faveur de la nuit, qui file en pétaradant vers une destination librico-charnelle. Pitoyable comme chute. Pour qu'un juge puisse juger les voleurs, il faut au moins que lui-même ne fasse pas partie de cette confrérie. Sinon, c'est la cour des miracles. La chute sans fin, dans la nuit sans fond. Voilà l'enfer de Dante. La chute des grands rend les petits et les médiocres importants. Car quand le soleil décline et se couche à l'horizon, le moindre caillou fait une ombre qui s'étire et paraît plus grand que nature. Mais plus on s'élève, plus est dure la chute. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, sauf les enfants des princes qui, eux, meurent dans la petitesse. Les grands grandissent avec les événements avec lesquels ils sont confrontés. Regardez le petit caporal corse qui devint empereur des Français en ce 2 décembre de l'an de grâce 1804. D'habitude, le grand est dur avec lui-même. Le petit est surtout dur avec les autres. Voilà pourquoi Hitler, Staline, Mussolini, Mao, etc. n'ont jamais été des grands. De simples ignobles criminels. Parfois, la destinée s'amuse avec les grands. Dénis, le tyran, presque 4 siècles avant Jésus. De tyran à Syracuse, à maître d'école en Corinthe. C'est le hasard de la guerre et les caprices de la fortune. Quand on est intelligent, tous les autres paraissent stupides. La science, du haut de son arrogance, qui découle bien sûr de sa vanité, taxe le reste de l'humanité d'attardé mental. La chute de l'esprit humain, aussi bien que la chute de la grandeur, est partout dans l'histoire, pour le mauvais choix d'une fraction de seconde. Exemple. François Vatel, maître de cérémonie, de loisirs et des festins de Louis XIV. Alors,
Il cala son épée contre un mur et s'embrocha dessus comme un poulet, à 3 reprises, avant de rendre l'âme. Parce que le roi était aux approches du festin et le poisson encore absent. Voilà une chute bête et imbécile pour le grand qu'il était. Machiavel, dans son œuvre Le Prince, indique les raisons fatalistes selon lesquelles marche l'histoire. Cette marche de l'histoire inspirée par Dieu ou les hommes, ou peut-être même la fortune ou l'infortune, gouvernée par une puissance aveugle supérieure à la volonté des hommes, victorieux ou soumis au destin des hommes. Machiavel ne se tient pas uniquement à ce constat. L'idée est beaucoup plus compliquée. Lisez le livre, c'est beaucoup plus simple. Les masses laborieuses ne sont ni acteurs ni auteurs de l'histoire, mais de simples spectateurs. Et cela est la chute de l'importance du citoyen. 2 images. 2 symbolisent Prométhée dans la mythologie grecque. Le voleur de feu et l'aigle qui lui dévore le foie chaque jour durant l'éternité. Et cela, c'est la chute d'un titan à cause des hommes. Sautons du coq à l'âne. Si le communisme était meilleur que le capitalisme, pourquoi les soviétiques ont senti le besoin de construire un mur de 160 km de long sur 4 mètres de haut? Pourquoi? Et cela pour empêcher leur peuple de fuir le pays. Sinon, ils seraient restés seuls en RDA. Ce n'est nullement les gens de la RFA qui fuient vers l'Est, mais bien le contraire. Cherchez pas midi à 14 heures, l'évidence est là. Le mur de Berlin, avec ses 290 miradors, est surveillé par 14 000 gardes en armes, indique la division du monde et des idées. La chute de ce mur est le processus d'une multitude de facteurs qui ont contribué à la chute du communisme. Où est passé le communisme chinois? Celui de Mao. Aujourd'hui, plus capitaliste que la Chine, tu meurs. La chute du mur de Berlin symbolise l'échec du bloc de l'Est. 2 ans plus tard, c'est l'effondrement de l'URSS sous le règne de Gorbatchev et de la glasnost. La chute n'est presque jamais heureuse. Sauf bien sûr si tu tombes la tête la première et tu te casses la figure sur une jarre pleine de pièces d'or. Ça risque pas d'arriver. Tomber de Charybde dans Scylla, c'est de mal en pis. Tomber est toujours une mauvaise plaisanterie pour celui à qui ça arrive. La chute n'est jamais bonne. Mais depuis des millénaires d'histoires cumulées, il y a de tout dans cette soupe. Surtout du mauvais, rarement du bon dans la chute. Mais ça existe. On dit bien quelque chose de malheur est bon. Sourate al-Baqarah, verset 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهون شيء وهو خير لكم. صدق الله العظيم. Je traduis. Le combat vous a été prescrit même s'il vous paraît désagréable. Et il se peut que vous n'aimiez pas une telle chose, alors que c'est peut-être un bien pour vous. Donc, quelquefois la chute est bénéfique. Pour cela, je vous citerai une histoire authentique
Une histoire authentique, celle du paysan Cincinnatus. 460 ans avant la naissance de Jésus. Cincinnatus, un simple dirigeant sans auréole, ni politique, ni militaire. Tout comme José Mujica, 40e président de l'Uruguay de 2010 à 2015. Cincinnatus sauva Rome de l'anéantissement par 2 fois, en 458 et 439 avant Jésus. Cet aristocrate ruiné, devenu paysan dans sa chute, incarne, tout comme José Mujica, l'idéal politique. Une sorte de Mohamed Boudiaf, un héros à la vie simple et tranquille, capable de se dévouer à son pays. Le plus grand et le plus impitoyable tueur en série dans l'histoire de l'humanité fut l'Empire romain. En 458, avant Jésus, sur la rive droite du Tibre, une délégation de sénateurs à pied se dirige vers un homme labourant sa petite terre. La scène est fantasque. Que viennent faire dans cette zone agricole éloignée du forum ces représentants des grandes et nobles familles romaines? Ils demandent à ce paysan d'accepter d'être investi dictateur. Autrement dit, de se voir confier par le Sénat les pleins pouvoirs civils et militaires pour une durée limitée. Un titre suprême pour sauver Rome. 30 ans avant Jésus, Tite-Live raconte cette histoire incroyable, reprise par Thierry Piel, professeur d'histoire à Saint-Cyr. Mais pourquoi ce laboureur? Parce qu'il s'agissait de Lysius Quintius Cincinnatus, un patricien qui a laissé derrière lui le souvenir d'un homme de force morale et de courage. Ruiné, cet ancien consul vivait désormais dans un modeste domaine hérité de ses parents pour cultiver ses quelques arpents de terre et nourrir sa famille. Face à l'urgence, la cité de Rome court en effet un grand danger. Les peuples voisins ont pris le mont Algide par surprise et menacent la cité de Rome de l'envahir. La terreur dans la ville derrière le mur est à son comble. Aucun chef de guerre n'est arrivé à les stopper. Cincinnatus abandonna sa charrue et court pour tenter de sauver la République. Après avoir traversé le Tibre, le futur héros est investi par le Sénat et là, il prend la direction du pouvoir. Il commence par mobiliser tout homme en âge de se battre. Donc, la mobilisation générale. Il prend lui-même la tête de l'infanterie et guide ses troupes au mont Algide. Il assiège l'ennemi et ordonne à chaque homme de creuser devant lui une tranchée pour être à l'abri des flèches ennemies. Après quelques jours de siège, il lance un assaut foudroyant. Et l'ennemi jette les armes et demande clémence. Cincinnatus accorde clémence aux vaincus et donne le butin à ses soldats. 2 semaines ont suffi pour écraser l'ennemi. Cincinnatus venait de donner une deuxième vie au serial killer pour qu'il puisse continuer sa moisson funèbre. La différence entre eux est que Cincinnatus fauchait les blés et Rome les vit.
De retour à la cité, il démobilisa les soldats, abdique et retourne à sa charrue, malgré les cris du Sénat. Cincinnatus, tout comme José Musica, font partie de ces dinosaures qui ont marqué l'histoire politique par leur dévouement et leur désintéressement. يختم في العسل وما يلحس صباعه. Omar Ben Khattab, c'est leur rareté qui fait toute leur valeur. Une pièce unique. Après son départ, le Sénat, touché par tant de dignité, l'a élu consul suffect, qu'il pouvait revenir au pouvoir quand il le voulait. Et il ne l'a jamais voulu. Le seul personnage qui s'est rapproché de Cincinnatus, c'est bien George Washington, qui s'est retiré sur ses terres à Mount Vernon à la fin de la guerre d'indépendance. Lui qui était le chef incontesté de la révolution. Derrière lui, Mehafi. Un grand reste souvent grand même dans sa chute. 8 ans avant que le Sénat n'intronise Cincinnatus, c'est ce même Sénat qui a provoqué la ruine de celui-ci et le poussa vers la charrue. Mais cela est une autre histoire. 21 ans plus tard, après avoir sauvé Rome, alors âgé de 80 ans, le vieil homme quitta encore une fois sa terre pour sauver encore une fois Rome. Juste après avoir fait son devoir, il est reparti mourir auprès de sa femme. Du Sénat à la charrue. Voilà une des plus belles chutes de l'histoire qui finit par une apothéose. Réussir son entrée et rater sa sortie. Telle est l'ironie de l'histoire pour certains grands hommes. Et pour cela, nous avons pas mal d'exemples concrets. Jules César, Marc-Antoine, Cléopâtre, Brutus, Hannibal, Hitler, Mussolini, Saddam, Gaddafi, etc. L'histoire foisonne des chutes de grandeur. Henri III, roi de France, poignardé sur le pouls, alors qu'il faisait ses besoins. Félix Faure, président de la République française, meurt de jouissance dans les bras de sa maîtresse. Tout comme Attila, roi des Huns. Bien sûr, ça fait un peu désordre dans l'historique, mais soyons honnêtes et sincères. Je préfère de loin cette mort à tout autre. Regardez par exemple, de quoi est mort Échille, le plus grand dramaturge de tous les temps. Une tortue lui a fracassé la tête. Comment une tortue peut-elle fracasser la tête d'un homme? Elle est tombée du ciel, lâchée par un aigle, pile poil sur la tête d'Échille. Lui qui marchait dans une rue Gela en Italie. Et voilà la chute d'une tortue qui rentre dans l'histoire par la grande porte. Boris Vian. Voilà un personnage des plus intéressants. Auteur à succès, avec un talent indéniable d'écrivain, musicien, critique d'art et plusieurs casquettes encore. Il a écrit entre autres « J'irai cracher sur vos tombes » que je n'ai pas trop apprécié. Trop sombre.
trop sombre et puis assez dur. L'herbe rouge, que je n'ai pas lu, faute de moyens. L'automne à Pékin aussi. Les morts ont tous la même peau. On tuera tous les affreux. Et surtout, c'est l'auteur du texte de la chanson Le Déserteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Chantée par Mouloudji, Reggiani, Juliette Gréco, Richard Anthony, Eddie Mitchell, Maxime Le Forestier, John Bez, Hugo Frey, Marc Lavoine, Renaud, Imaziten Imoula, en kabyle, et même les acteurs Jean Rochefort et Michel Piccoli. Tous ont chanté cette chanson à succès. Mais dans tout ça, où est la chute? Boris Vian, regardez la première du film J'irai cracher sur vos tombes, avec les personnages et la trame qu'il avait créée lui-même. Pas content du contenu, il a eu une attaque cardiaque et meurt. Autant dire tué par son œuvre. N'est-ce pas une chute des plus comiques? Pour terminer sur les chutes, je vous sers la meilleure. Le dernier empereur de Chine, puis celui qui régna sur le quart de la population mondiale, devient jardinier dans un square sur sa commune et finit sa vie misérablement. Si tu veux éviter, un tant soit peu, la chute, sois toujours gentil et ne laisse personne savoir que tu l'es. Sinon, adieu vos vaches cochons. Vous savez, le problème de la chute, c'est toujours l'atterrissage. Et la plus grande chute catastrophique et géopolitique du XXe siècle reste la chute et l'effondrement de l'URSS. Maintenant, un petit conseil. Un conseil gratuit. Évitez de croire en ces phrases trompeuses. وجهك خير من الفلوس. Le miel pur, السر الحر. روح متهني. ما تأمنش في هذا. Et fais attention à la marche. Sinon, c'est la chute.